si je défends les idées que je vais présenter devant vous tout de suite, c'est sûrement à cause de mai 68. 50 ans après, ça a dicté ma culture. Je vais vous dire tout de suite quelque chose. Une des banderoles que j'ai préférées de toutes celles que j'ai vues circuler sur les gilets jaunes, c'est une dame, je crois qu'elle est au centre de la France, une banderole où il y a écrit « J'ai fait mai 68, je fais décembre 2018 ». Et c'est la banderole que j'ai préférée de toutes les banderoles. Parce que mai 68 était un mouvement profond, spontané. Il n'y a pas eu d'ordre pour qu'il y ait une grève générale. Ça a été, c'est parti dans la région rouennaise, moi je le sais. J'ai fait, dans le bouquin, j'ai fait un récit de ça. Il y avait un dirigeant syndical, il n'y avait pas de portable. Il avait plutôt tendance à rester, je ne vais pas dire du mal de lui, des choses dans son bureau. Et on l'appelait quand on lui disait telle entreprise a du pichon, la CFEM, à Notre-Dame de Gravenchon, à Gonfort-Ville-Lorger, ils sont en grève, ils sont occupés, il y a un piquet de grève. Et lui, il tenait un carnet de bord. Et au fur et à mesure, il notait sa stupéfaction. Il disait, mais là, on n'avait pas de militants. Mais comment ça se fait qu'ils s'occupent? Oh, mais là, j'y suis passé l'autre jour, il y avait deux camarades, ils me disaient que personne ne voulait bouger. Oh, mais là, j'aurais jamais cru que dans cette entreprise, ils bougent. Et comme une flambée entre le 13, 14, 15, 16, 17, 18 mai, 19 mai, entre Rouen et Le Havre, c'était des grandes entreprises de la chimie, de la métallurgie, de la logistique, et ça a été comme une traînée de poudre, toutes ont été occupées. Vous savez qu'en mémoire, mai 68 est la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. Je ne dis pas ça parce que je suis chauvin, je dis ça parce que dans aucun pays au monde, il y a eu une statistique entre le nombre de salariés et le nombre de grèves aussi important. 90% des salariés en mai 68 se sont mis en mouvement. Et il y avait dedans toutes les catégories de salariés. Les pompistes étaient en grève, bien sûr. Toutes les entreprises publiques étaient en grève. Toutes les grandes entreprises étaient en grève. Ça a démarré de deux façons. Deux grandes entreprises qui ont démarré. Renault Cléon, ça se développe chez moi. C'était des amis à moi d'ailleurs. Deux camarades qui avaient mon âge, ils sont disparus aujourd'hui, mais je les citer, c'est René Gautrez et Bernard Dehors. C'était les deux jeunes ouvriers qui, au quart de minuit, ont convaincu leurs camarades de se mettre en grève et d'occuper Renault Cléon. Et ils étaient les deuxièmes. La première c'était Sud Aviation. Et Sud Aviation, c'était du côté de Nantes. Et c'est à partir de ces deux entreprises, quand deux grandes entreprises ont démarré, que tout est parti. Il y a une similitude, pour ceux qui aiment l'histoire, avec juin 36. Puisqu'en mai 36, c'était aussi deux entreprises. Breguet, c'était dans l'Aisne, et l'Atécoère, une chanson. L'Atécoère qui était du côté de Toulouse, qui est maintenant Airbus, et qui ont démarré le mouvement en 36. Et quand des grandes entreprises comme ça bougent, ça fait signal. Et les gens se disent, je peux bouger. Je ne parle pas seulement pour le plaisir de faire l'histoire, moi je souhaite qu'aujourd'hui ça arrive. C'est-à-dire que l'extension et la suite de votre mouvement pour gagner, à mon sens, a besoin de mouvements de ce type de grandes entreprises et que la totalité du salariat se mette en route. Vous êtes l'avant-garde. Je ne vais pas vous vexer en disant que je fais un peu le rôle des étudiants. C'est-à-dire que vous déclenchez quelque chose, vous êtes l'expression d'une lame de fond et on attend que la marée se mette en route. Et quand je dis qu'en 66, 67, on disait c'est pas possible, j'entends encore des gens me dire aujourd'hui c'est pas possible. Et moi je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas décréter. C'est pas la peine de dire grève générale, l'occupation des entreprises, l'occupation des banques. Ça ne marche pas comme ça. Quand les gens pensent que c'est mûr, ils le font. Et il faut qu'ils se sentent à la fois entraînés, qu'ils sentent une opportunité pour le faire, et qu'ils pensent que ça va gagner. Vous vous rendez compte qu'en mai 68, on a gagné 33% d'augmentation du SMIC. Il n'y avait même pas de SMIC. C'était le SMIC. Salaire minimum interprofessionnel garanti. Il y avait le SMAC. Salaire minimum agricole garanti. Et le SMIC a augmenté de 33% et le SMAC de 55% pour rattraper le SMIC. Et le SMIC est né en juin 68. C'est parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait curieusement des abattements de zone. C'est-à-dire qu'on considérait que dans la Creuse, la vie était moins chère, donc le SMIC était plus bas. Ou en Bretagne, ou ailleurs. Et donc en 68, le mouvement a été tel que ça a unifié les salaires, ça a boosté les salaires, tous les salaires ont augmenté massivement. Alors ceux qui disent, mais quand on augmente les salaires, c'est pas bon pour les entreprises, c'est bête. Parce que quand on augmente les salaires, c'est bon pour les
les entreprises, parce que l'artisan qui n'a plus de clientèle, si on augmente le salaire, le gars qui peut réparer sa gouttière, il ne pouvait pas le faire avant, mais il répare sa gouttière. Donc il donne du travail à l'artisan, et l'artisan peut à ce moment-là vivre et payer le salaire. C'est comme ça que ça marche. Et les entreprises ont fort bien marché quand il y a eu l'augmentation de tous les salaires après mai 68. Il y a même les périodes où il y a eu une réduction du temps de travail. Les gens ont pu acheter des lave-linges qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Ils ont pu envoyer leur fils à l'université, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, dans les années 69, 70, 71, 72, 73. Évidemment, ils ont tout de suite repris ça en annonçant qu'il y avait un choc pétrolier, plus ancien, et que c'était plus possible, mais pendant 3-4 ans, l'effet de mai 68 et de la progression des salaires a changé considérablement la vie et a boosté l'économie au lieu qu'on croit parfois que si on augmente les salaires, ça serait mauvais. Non, ce serait bon. C'est même ce qu'il faut faire. Bon. Alors, comment j'ai cherché dans ma tête comment j'allais commencer. En fait, c'est assez facile encore un peu. Au début, comme dit l'autre, il y avait le servage et l'esclavage. Bon. Comment on est passé de l'esclavage au salariat? Je vous conseille un film pour les plus anciens qui s'appelle Quémada. C'est un film de Gilles Pontecorvo. C'est un gars qui a fait un film sur la guerre d'Algérie aussi, qui a été longtemps interdit. Bon. Et ce film, c'est sur la libération des esclaves à Haïti. En gros, Toussaint l'ouverture, Saint-Domingue, tout ça, etc. Et il raconte la façon dont les esclaves se soulèvent. Alors, c'est un grand épopée, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent. C'est toujours comme ça dans les guerres des pauvres. Et à la fin, les esclaves ont gagné. Et alors, il y a une réunion des propriétaires terriens. Elle est vachement importante, c'est celle-là qu'il faut voir le film. L'acteur principal, c'est Marlon Brando. C'est pas n'importe qui. Et Marlon Brando joue l'agent anglais, qui explique aux propriétaires terriens: arrêtez l'esclavage, libérez-les, réfléchissez, ça coûte cher les esclaves. Parce que quand ils sont petits, vous les logez, vous les nourrissez alors qu'ils ne travaillent pas. Quand ils sont malades, vous les nourrissez encore et ils ne travaillent pas. Puis quand ils sont vieux, ils ne travaillent plus et vous les gardez encore, vous êtes obligés de les loger. Réfléchissez. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et pour le reste, ils se débrouilleront tout seuls. Et le début du salariat, quand ils ont foutu les esclaves dehors, n'a pas été, à cause de ça, un progrès économique considérable. Les gens, on ne les appelait même pas salariés. On les appelait manouvriers, loueurs de bois, tâcherons, journaliers, trimardeurs. Il y avait 10 mots possibles, mais pas salariés. Il n'y avait pas métayer? Oui, bien sûr, les campagnes. Mais l'idée, c'était généralement, c'était que justement, on avait foutu les esclaves dehors, qui se démerdent, et quand ils viennent bosser pour moi, je donne 2 sous, et le reste, pour l'éducation, les enfants, les écoles, le toit, la maladie, et puis la retraite, le chômage, ils se démerdent. Et qu'est-ce qui est arrivé historiquement? On va situer après la fin de l'esclavage au milieu du 19e siècle. C'est que les salariés ont regagné ce que les esclaves avaient. Ils ont gagné un salaire brut pour payer leur logement, leur famille, leur maladie, leur accident, leur chômage et leur retraite. C'est ce que tout le monde a sur sa feuille de paye et qui souvent n'est pas estimé comme il faut. Parce qu'il y a 2 salaires. Depuis que le salariat a regagné ce que les esclaves avaient. Il y a le salaire net, c'est avec toi on mange tous les jours, au jour le jour. Et il y a le salaire brut, les gens ne font pas attention, il faut toujours expliquer la feuille de paye. Il est au-dessus, c'est ce qu'on a pour vivre sur toute la vie. C'est une partie. Alors ils disent, dans tous les médias le matin, c'est des charges sociales. Je vous invite à ne jamais accepter l'expression de charge sociale. Elle n'existe pas. D'abord, sur le plan comptable, juridique, dans le code du travail, dans le code de la sécurité sociale, ce sont des cotisations, pas des charges. C'est une part du salaire mutualisé, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est en charge de familles nombreuses, quand il est malade, quand il est au chômage, quand il est
en accident du travail quand il est en retraite. C'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau socialement, le salaire brut mutualisé. C'est ce qu'on a en commun. Et c'est payé par l'employeur. Ce qui a été acquis en 170 ans, c'est que, alors Marlon Brando disait, vous ne paierez plus ça, on a réussi à ce qu'il repaye ça. Et ça, c'est très important, c'est peu connu, en fait. Et surtout aujourd'hui, le programme de Macron se résume en une seule chose, c'est de supprimer ça. C'est de supprimer le salaire brut. C'est de virer le salarié mouvement, il vous dit j'augmente votre net, et je diminue, et je baisse votre brut. Et les gens qui ne savent pas qu'ils sont à bas par ça. Parce qu'on vous augmente votre net de 20 €, vous diminuez votre brut de 120 €. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous allez le voir forcément tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, ça va se voir sur votre retraite, ça va se voir si vous allez à l'hôpital, ça va se voir sur si vous êtes au chômage, on va vous baisser l'indemnité, etc., etc. On va vous enlever l'allocation familiale, etc., etc. Parce que, je répète, 2 salaires. C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Bien sûr, Quand on est en maladie, c'est en route, bien sûr. Et vous, dans cette salle, vous êtes là dans cette réunion, mais on doit l'expliquer autour de nous. Parce qu'il y a des millions de gens qui ne comprennent pas. Le salaire net, on vit au jour le jour. Le salaire brut, on vit toute la vie avec. Le salaire brut, c'est votre garantie sociale, votre protection sociale. L'employeur a été obligé de ne pas écouter Marlon Brando. Il a été obligé de repayer aux salariés ce qu'il payait avant aux esclaves. Et ça n'est pas un excès, ça n'est pas un surplus de salaire, c'est normal. Parce que si vous voulez reproduire votre force de travail, il faut que vous soigniez. Si vous voulez reproduire votre force de travail le lendemain, il faut être logique. Parce que si vous voulez reproduire votre feuille de travail, il faut pouvoir nourrir les enfants. Et parce que si vous voulez reproduire et tenir, il faut avoir une garantie en retraite pour être sûr qu'on ne va pas finir dans un mouroir. Et tout ça est bien sûr mis en cause. Mais si on comprend bien le système de la cotisation sociale, je vais arriver comme ça à l'entreprise et à l'impôt. Si vous suivez dans mon développement, le système de la cotisation sociale permet en France, c'est une spécificité, un budget de la protection sociale séparé, spécifique, particulier par rapport aux autres budgets de l'État. En France, il n'y a pas un budget, il y a 3 budgets. Le premier, c'est celui de la protection sociale. Le premier, c'est celui-là. À tel point qu'en 1945, après la guerre, c'était les salariés qui géraient ce budget. Il y avait des élections à la sécurité sociale. Ça a été enlevé, en gros, très tardivement par la loi, le plan Juppé de 1995. Les dernières élections ont eu lieu en 1983 sur la sécurité sociale. Mais comme c'était un salaire, on disait que c'est les salariés qui élisaient les gens à eux pour gérer leur salaire. Mais ils ont repris ça. Au début, d'ailleurs, c'était 11% des sièges pour gérer les postes étaient au patronat. Et 89% étaient pour les salariés. C'était un homme, une voix. Et après, c'est les ordonnances de 66-67 qui ont fait que c'était 50-50. Alors du coup, avec 11%, le patronat donnait 50% des sièges. Du coup, en fait, il avait la main. Et ensuite, après, ils ont empêché les élections en 95. Je vous ai fait la chronologie, mais l'idée que ce budget-là a été géré par nous, voilà, il y a quelques endroits encore. Et le fait que ce budget-là a été géré par nous indique bien qu'il était à nous. Alors vous savez quel est le budget là, cette année de la protection sociale sur la base des cotisations? 498 milliards. Quel est le budget de l'État? 413. Quel est le budget des collectivités territoriales? 210, 220. C'est-à-dire que le plus gros budget de notre pays, c'est celui dont on vient de parler. Celui dont Marlon Brando ne voulait pas. Le plus gros budget, il est séparé. Alors, c'est une grande importance de dire séparé. Parce que ça veut dire que l'argent qui est collecté pour la protection sociale ne peut pas servir à autre chose. Nos aînés, après la guerre, ils ont eu ce trait de génie. Un budget séparé. Alors, quelle est l'importance? Vous ne pouvez pas faire un porte-avions nucléaire avec les 498 milliards de la sécurité sociale. Constitutionnellement, théoriquement, c'est impossible. La cotisation n'est pas un impôt. Ce n'est pas un impôt. C'est une part de salaire mutualisée, comme j'ai dit. Et elle est préaffectée. Alors le mot fait scientifique, mais quand on comprend tout.
Ça ne peut pas être utilisé à autre chose que ce pourquoi c'est collecté. L'impôt peut être utilisé à autre chose, pas la cotisation. C'est pour ça que sur la feuille de paie, il y a des petites lignes. Un pourcentage pour le logement, un pourcentage pour la maladie, un pourcentage... C'est pour ça qu'il y a des petites lignes. Alors, les gens ne les regardent pas, ça fait chier, c'est des chiffres, etc. Mais c'est leur vie qui est là, dans les petites lignes. Et supprimer les petites lignes, c'est leur job aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là, je ne vais pas faire non plus tout. Il n'y a plus de toute la sécurité. Balayer cette idée de la dette, ils ont équilibré les 498 milliards. Alors, ils ont équilibré d'une seule façon, c'est qu'ils ont serré la vis pour les dépenses partout, pour les remboursements, pour les médicaments, pour les hôpitaux, pour tout ça. Ça a été fait de façon continue depuis 20 ans et il n'y a plus de tout. Et à tel point que le budget de la protection sociale, écoutez-moi bien, ne génère, quand ils font leur compte, générer que 10% de la dette présumée du pays. Alors souvent on dit, il y a dette. Je reviendrai sur la dette tout à l'heure. Mais la dette, c'est pas le but de la sécu. C'est pas le budget de la protection sociale. Notre budget, il marche. Et pourtant, on a 6 millions de chômeurs. Il ne devrait pas marcher. S'il y a quelque chose qui devrait être déséquilibré, c'est la sécu. Mais ils ont tellement serré qu'en fait, elle ne l'est pas. Et vous comprenez bien la façon dont ça s'est fait. Et seulement 10% de la dette, ça veut dire presque rien. Alors si le matin il vous dit ouais c'est 200 milliards sur la dette est de 2200 milliards, alors c'est 200 milliards qui viennent de la Sécu. Ça vous paraît énorme? C'est rien. Sur un budget annuel de 498 milliards, sur 20 ans, on va avoir 200 milliards de dettes à gérer, à rembourser, c'est à ça que sert la caisse, la CRDS, c'est à ça que la CGF, et c'est presque fini. Donc en vérité, ce budget-là, il fonctionne extraordinairement. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je souhaiterais qu'il soit en déficit. Je souhaiterais qu'il y ait à nouveau un trou de la Sécu. Il ne devrait pas, oui. Mais bien sûr, il devrait. Pourquoi? Il suffit d'augmenter un tout petit peu les cotisations sociales. On n'est pas là pour faire du profit, c'est pas... Non, c'est pas une question de profit. Je prends la retraite. C'est pas un secteur qui doit faire des bénéfices. Mais je ne parle pas en termes de bénéfices. Je parle pour faire face à la retraite. Parce que par exemple, aujourd'hui, on a 14 millions de retraités. Il y en a 7 millions, 50%, qui sont autour de 1 000 euros. On ne peut pas vivre à 1 000 euros. Donc je suis pour qu'on augmente les retraites, qu'on les indexe sur les prix. Or pour ça, il faut faire rentrer un peu plus, parce que ce n'est pas avec 498 milliards qu'on peut le faire. Donc il faut augmenter légèrement les cotisations. Par exemple, pour la retraite, si vous augmentez de 0,1 point, 0,2 points, 0,3 points, eh ben vous donnez 1 200 euros au lieu de 1000. Vous augmentez les retraites des gens. Est-ce que c'est difficile d'augmenter la cotisation de 0,1, 0,2? Non, pas du tout. C'est une décision politique. Et ça fait 30 ans qu'ils n'augmentent plus les cotisations sociales. Et sont gelées depuis 30 ans. Donc c'est ça qui fait que c'est dur et que les retraites sont basses. Et après, ça a une importance sur les retraites. Parce qu'après, vous dites, on n'aura pas de retraite en 2060, en 2000. D'abord, je vous invite à une réunion en 2070 tous ensemble pour faire le bilan. Mais la retraite, ça se vit année par année. C'est de la retraite par répartition. C'est celui qui travaille qui paye la retraite de celui qui ne peut plus travailler. Et ça, c'est très bien comme système. Parce que il n'y a même pas besoin d'une caisse d'épargne. La retraite n'est pas une épargne. Et vous dites, mettons de l'argent de côté pour 2060, c'est stupide. On ne sait pas ce qui arrivera de cet argent d'ici 2060. On aura peut-être à l'eau, il y aura peut-être une crise, il ne vaudra plus rien. Tandis que le travail de tout le monde, il vaut toujours quelque chose. Et la retraite, c'est payé en temps réel, direct. Par celui qui travaille à celui qui est en retraite. Donc, si en 2060, par exemple, vous avez trop de retraités et puis qu'ils n'ont pas assez de sous, vous ajustez la cotisation de 2,1 à 2,2 ou à 2,3. Comme ça, les gens pourront à la fois qu'on pourra payer tous les sous et puis ils pourront vivre mieux. Et puis, par exemple, si en 2060, il y a une grippe espagnole et qu'il y a 10% des gens qui meurent d'un seul coup, en 2061, vous rebaissez la cotisation. Vous n'avez pas besoin de parier aujourd'hui pour 2060, puisque c'est en temps réel. Ça n'est pas une épargne après. Ça aussi, c'est des gens beaucoup de mal à comprendre ça. Ils croient qu'il faut mettre des sous de côté pour sa retraite. Mais faites pas ça. Mettez pas de sous de côté pour votre retraite, il faut des piquants.
Les travailleurs britanniques, allemands et surtout américains, quand l'entreprise ou ceux qui les font de pension coulaient, il n'y avait plus de retraite. Donc il ne faut pas croire à la caisse d'épargne, parce que la caisse d'épargne, ça se ventile, ils décident de changer le taux, ils décident de... etc. Tandis que le travail de celui qui travaille, il vous garantit votre retraite. Moi j'ai cotisé 41 annuités. J'ai été 11 ans, 12 ans, 13 ans dans le privé, puis le reste j'étais inspecteur du travail, pendant 30 ans, 29 ans exactement, 41 annuités, je payais la retraite des autres. Maintenant je suis en retraite, il y en a parmi vous qui travaillent, je vous aime. Vous me payez ma retraite, chacun son tour. Et c'est le système le meilleur, vous pouvez imaginer, et le plus adaptable, puisqu'il est basé sur la variation de cotisation. Mais eux, ils disent non, je ne veux pas varier la cotisation. Alors, comme ils ne vont pas varier la cotisation, tu vas partir en retraite plus tard. 66 ans, 67 ans, 68 ans, 70 ans. Puis comme je ne veux pas augmenter la cotisation, ta retraite sera plus basse. Donc, ils jouent sur deux variables, qui sont le niveau de la retraite et l'âge de départ en retraite. Et moi, je veux jouer sur une variable, c'est le taux de la cotisation. Sauf que là, Marlon Brando n'est pas d'accord. Marlon Brando ne veut pas qu'on augmente la cotisation. Et il le dit aux propriétaires terriens, mais non, ne faites pas ça. Et donc, la variation de la cotisation assure notre protection sociale, l'équilibre de notre budget social, et notre budget social doit être séparé du reste. Le but de Macron, c'est de faire rentrer le budget de la protection sociale dans le reste du budget de l'État, et de faire que ça soit plus préaffecté, et qu'il puisse décider de créer 2 porte-avions l'année prochaine, s'il le veut, à la place de votre augmentation de retraite. Moi, on parlait tout à l'heure d'augmentation des salaires, donc du brut. Si on augmente le brut, même sans bouger les cotisations, mathématiquement, vu que c'est un pourcentage du brut, ça augmente aussi les rentrées. Donc en fait, tout est lié aussi à l'augmentation des salaires pour les travailleurs. Bien sûr. Et qu'on reconnaisse enfin la valeur du travail des gens. Bien sûr. Et c'est... Oui. Mais moi, je suis la femme de Marlon Brando. Oui. Et alors, j'ai décidé de ne pas augmenter la cotisation, parce que comme ça, je vais pouvoir faire des placements d'assurance. Je vais vendre. Voilà, je vais vendre de l'assurance, parce que les gens auront peur de ne pas avoir assez de retraite, et donc, ils vont eux-mêmes capitaliser. Voilà. Comme quand on dit, mon chien à la gale, je vais m'en débarrasser. Bien sûr, mais Marlon Brando est propriétaire terrien, il défend l'argent, les placements, le commerce, les marchandises qui circulent dans tout le monde, les plus-values qu'il va faire dessus, et il veut augmenter la marge qu'il a au détriment de ceux qui l'a viré et qu'il a fait de nouveaux salariés. Moi, j'ai eu un patron une fois dans un contrôle, qui calculait sur tout, comme tous les patrons. Et puis, il m'a dit une chose, sur la photographie, il m'a dit, mais monsieur l'inspecteur, je suis un centimier. Et chaque centime compte. Et chaque centime qu'il faisait, c'était évidemment sur les salariés. Qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est faire une transition comme ça. C'est un lieu d'exploitation. Un lieu d'exploitation, c'est un gros mot. Les petits employeurs qui disent, mais moi, je n'exploite pas les... Monsieur, si vous n'exploitez pas vos salariés, votre entreprise va mourir. Toute entreprise est faite pour dégager une marge. Si vous ne dégagez pas une marge, soit vous allez fermer la boîte, soit le banquier va vous la faire fermer, soit le concurrent d'à côté va prendre votre marché, puis c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le travail? Il y a des gens qui disent parfois un patron me donne du travail. Mais un patron ne donne jamais rien à personne. C'est vous qui lui vendez votre force de travail. Lui, il essaye de vous l'acheter le moins cher possible, et vous essayez de la lui vendre le plus cher possible. Mais il n'y a pas de méchanceté là-dedans, c'est le système. Vous travaillez, vous voulez un prix pour votre travail. Alors maintenant, il dit pouvoir d'achat. Ne vous laissez pas non plus, c'est comme charge sociale à voir par l'expression pouvoir d'achat. Par les salaires. Ouais, c'est ça. Vous bossez, votre travail doit être payé dignement, décemment. Et le travail, c'est le salaire c'est le travail. Et ça honnête et brut. Et donc c'est important parce que après, on dit mais oui, mais dans l'entreprise, alors je vais revenir tout de suite sur les entreprises. Moi c'est comme je rentrais dans des... Je bossais, rentrant dans des grosses boîtes, Puis il y avait la DRH qui était là, puis qui me disait,
Bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Chaque fois je faisais là, il disait, qui madame, il y a des clandestins chez vous Mais non, ils sont salariés. Et puis pourquoi vous les appelez collaborateurs? Parce que ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Vous êtes subordonné. Et en échange de cette subordination, vous avez des droits. Un code du travail, des délégués du personnel, des syndicats, des médecines du travail, des inspections du travail. Vous êtes subordonné. C'est important à comprendre. Parce que, par exemple, le patronat, le MEDEF, ils veulent remplacer la subordination par la notion de soumission librement consentie. Je suis sérieux avec vous, les collègues. En anglais, c'est compliance without pressure. On fait des colloques pour enlever la notion de subordination. Parce que quand on comprend qu'on est subordonné, on veut en échange des droits. Quand on comprend qu'on est exploité, on veut en échange son salaire. Et ceci se passe sous forme de négociation. Il n'y a pas besoin de se tuer. Si dans le temps, on se tuait pour le salaire. Il vaut mieux comprendre sa place et la fonction de l'entreprise. Parce que c'est là que je vais toucher à mes 2 points. J'ai déjà parlé du versement des protections sociales. Et je vais parler du versement de l'impôt. Que la protection sociale est un des aspects que l'entreprise doit honorer. Et l'autre aspect, c'est qu'elle doit honorer l'État, la République, parce qu'il n'y a pas que la protection sociale, il faut aussi s'occuper des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'énergie, du transport, etc. Donc il y a des impôts. C'est une partie, c'est l'autre partie, l'autre budget. Mais quand même, dans l'entreprise, les gens ont du mal avec l'entreprise. Dans les médias, on leur voit la tête. Les entreprises, les entreprises, les entreprises. Moi, je vous conseille un truc. Les entreprises, ça existe. C'est comme les poissons. Il y a des requins et il y a des sardines. Et entre la petite entreprise et la grosse entreprise, il n'y a rien à voir. En France, vous avez 1000 entreprises, 1000, facile à retenir, qui font 50% du produit intérieur brut. La moitié du pays, 1000 entreprises. La moitié de l'économie du pays, c'est 1000 entreprises. Après, il y a 1 million d'entreprises. C'est les moins de 11. Ce que vous connaissez, le commerçant, l'artisan, l'entreprise générale, le boulanger. 1 million d'entreprises. Eh bien, il y a autant de salariés dans le million d'entreprises que dans les 1000. Mais les 1000, c'est elles qui décident de tout. On dirait entre les moins de 10 et puis les 1000, il y a 200 000. Le total en France, c'est 1 200 000 entreprises. N'allez pas croire l'INSEE, parce qu'ils disent qu'il y a 3 850 000 entreprises. Et ils vous disent des choses comme l'artisanat est la plus grande entreprise de France. Oui. Pour une entreprise, comment juridiquement, quand il y a un salarié. Alors, les entreprises uninominales, les auto-entrepreneurs et les artisans seuls, sans compagnon, ne sont pas des entreprises. Ce sont des gens qui s'auto-exploitent, qui se font passer, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir autrement comme entreprise, et qui n'ont même pas les avantages des salariés. Vous connaissez bien ce système. Mais je vais tout de suite vous mettre du terme de la compréhension, je ne sais pas de tableau ni rien, mais 90% des actifs sont des salariés. Et 10% seulement sont des indépendants, artisans, auto-entrepreneurs, patrons, libéraux, tout ce que vous voulez. 10%, 90%. Et c'est la tendance générale depuis 50 ans. En 1945, il y avait, je termine ma phrase, mais il faut prendre. En 1955, il y avait à peu près 55% des gens qui étaient salariés et 45% qui n'étaient pas. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de commerçants, beaucoup d'indépendants de profession libérale. Et en 70 ans, elles ont perdu, au sens numérique du terme, c'est-à-dire qu'elles sont passées de 45% à 10%. La tendance générale dans le monde est au salariat. C'est vrai en Inde, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Chine. Il y a 1,5
de salariés de plus dans les 30 dernières années. Les indépendants reculent partout. Dans l'indépendant, l'économie informelle, le marchand de crêpes, voilà, ils reculent partout. Et le salariat, avec son statut, sa protection sociale, est en progrès partout. Partout. Il n'y a pas d'élément contradictoire. Et c'est d'ailleurs le sens qui nous intéresse. Puisqu'avoir un statut, c'est avoir à la fois son salaire et sa protection sociale. Et des droits. Code du travail, et donc, le salariat, 90%, les indépendants, 10%, et ce que veut Macron, c'est que les 90%, d'où viennent les 10%. C'est-à-dire qu'on revienne, il a écrit dans son livre, Révolution, c'est là que j'ai dit que c'était un livre fanatique, il veut qu'on revienne à une société pré-salariale, ou post-salariale. Il veut que tout le monde soit indépendant. C'est ce qu'il appelle la France start-up. C'est ça. C'est l'ubérisation du pays. C'est le fait que chacun soit individuel. Il l'a dit, je dis aux jeunes, ne cherchez pas de patron, cherchez des clients. Les 200 000 entreprises intermédiaires, la moitié d'entre elles sont sous-traitantes. C'est-à-dire que c'est le donneur d'ordre qui décide. Et quand on a compris que c'est les 1000 qui décident de tout, on a aussi tout compris. Parce que le boulanger, c'est pas le prix de son apprenti qui lui coûte cher. Il pourrait même la payer plus. Ce qui va lui coûter le plus cher, c'est le prix de son pétrin, ça va être la métallurgie, ou c'est le prix de sa farine, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Et donc ça, c'est les grandes entreprises qui décident de ce prix-là. Et le boulanger va engueuler son apprenti en disant t'arrives en retard, on fait brasser, fais plus vite, etc. C'est pas là qu'ils sont le problème. C'est dans les gros. Et souvent, les petits employeurs ne comprennent pas que leurs adversaires sont les gros. Ils sont avec le salarié, ils ne bossent plus, si tu ne fais pas 14 heures par jour, on va mettre la clé sous la porte, et moi aussi. Et évidemment que c'est comme ça qu'ils le vivent. Mais c'est mettre la clé sous la porte parce que dans le chantier, eh ben, vous avez Bouygues, 20 entreprises sous-traitantes de premier rang, 30 entreprises sous-traitantes de deuxième rang, ensuite les intérimaires, et ensuite en bas, les gars qui ne sont pas, ou les filles qui ne sont pas déclarés du tout. Et que Bouygues exploite, c'était comme ça qu'il fait ses milliards. Les milliards de Bouygues, c'est la sous-traitance en cascade. Moi, j'ai visité des centaines de chantiers dans ma vie. J'ai fait 30 ans d'inspection du travail. J'ai dû visiter le code du travail à la main, 9 à 10 000 entreprises. J'ai eu enquêté sur 14 accidents mortels, on a encore des cauchemars. J'ai vu, vous savez, en France, c'est 4500 handicapés du travail par an. Il y a 650 000 arrêts du travail par an. Il y a 600 morts au travail par accident par an. Et 700 suicides liés au travail. Il n'y a pas que les policiers qui se suicident. Et donc, 700 suicides liés au travail, 2 par jour. Si vous prenez les agriculteurs, il y en a déjà la moitié, il y en a déjà autant, pratiquement. Vous allez me prendre sur un petit point. C'est que les agriculteurs sont souvent classés dans la partie des indépendants. D'accord, ok. Je ne sais pas les chiffres pour les indépendants. Mais je le sais pour les salariés, ceux qui ont un statut de salarié et pour lequel le fait qu'il y ait un accident lié au travail implique soit des indemnités, soit une enquête, soit... Ce qui n'est pas le cas pour les agriculteurs qui sont à leur compte. Pour l'ouvrier agricole, c'est... Mais ce que j'étais en train d'expliquer sur la violence au travail et ce que subissent les gens, c'est l'exploitation des sous-traitances en 4K, dans le bâtiment, mais aussi, c'est valable aussi dans les services. Vous avez une exploitation que le donneur d'ordre opère au fur et à mesure sur ceux qui sont en dessous de ses ordres. Et le comble, c'est ce que veut Macron, c'est qu'à la fin, vous êtes à votre compte. Donc la nounou, elle est plus salariée, elle est auto-entrepreneuse. Le gars qui donne des cours le soir, il est auto-entrepreneur, et il est à son compte. Et donc là, vous n'avez pas de cotisation sociale dessus. Vous n'avez pas rien pour la retraite. Et vous n'avez rien pour l'indemnité, pour l'accident, pour le chômage. Donc en fait, on redevient des tâcherons. C'est ça. Mais c'est plus moderne. Aujourd'hui, on ne dit plus tâcheron, journalier, joueur de bras. On dit start-upper, incubateur, développeur, programmeur, auto-entrepreneur. Ça fait plus moderne. Oui, c'est sûr, ça fait mieux. C'est pas les mêmes Et puis ça fait attention, vite, parce que le terme tâcheron, c'est un terme pour grand-père-employé, pour grand-père-employé, et ils étaient fiers d'être tâcherons. Bien sûr, mais c'est ce qu'était le 19e siècle. Voilà. Et donc on a gagné
quand au lieu des tâcherons, lourds de bas, trimardeurs, manouvriers, quand on a gagné, quand on est devenu salarié, on a eu une subordination, mais en échange de la subordination, on a eu des droits, des salaires, des avantages. Et ce que veut Macron, c'est enlever ses droits, ses avantages, ses cotisations sociales, la sécurité sociale, pour revenir à ce statut. Voilà. Et même le droit du travail ne prévoit pas seulement les auto-entrepreneurs, il entend des missions à la tâche. Le Code du travail, il y a encore 15 ans, interdisait de payer à la tâche. Maintenant, non. Vous avez des contrats de projet. Des contrats de projet, c'est terrible. Si vous avez un projet dans le bâtiment, on vous paye pour le contrat de projet. Alors vous avez un choix. Hein. Soit vous allez très vite, mais vous perdez votre boulot très vite. Soit vous allez lentement, mais le gars il vous vire parce qu'il ne va pas vous prendre pour le projet suivant. Donc la vérité, c'est que ce type de contrats sont des contrats qui nient la part de l'humain dans l'entreprise et dans le travail. Parce que fixer des horaires, c'est protéger l'humain. Nos aînés, au début du siècle dernier, quand ils parlaient des 3-8, ils parlaient de 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Alors moi j'ai entendu récemment des cadres parisiens qui disent « c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, quand il faut faire 14 heures, je fais 14 heures, quand il faut faire plus, moi je regarde pas, c'est pour moi... D'accord, enfin tu crèves d'un malaise cardiaque prématurément. Et ce que voulaient nos aînés avec 3 heures de loisirs de repos, c'est que la biologie du cœur humain, elle ne marche pas comme ça, quoi. Puis si vous vous occupez de vos enfants, si vous voulez vivre, si vous passez tout dans les journées de 14 heures, de 15 heures, de 16 heures, vous savez, c'est le premier rapport sur le travail en France, c'était le docteur Villermé en 1841. Il a fait une enquête dans 20 fabriques, on disait fabriques, de tout le pays. Il a vu les gens qui travaillaient 17 heures par jour. Femmes et enfants. Les enfants mouraient au travail, ils faisaient 11, 12 heures, 13 heures. Et donc les premières mesures ont été pour réduire la durée du travail. Il a fallu 70 ans pour passer des 17 heures à la journée de 10 heures. 1840, 1920. Et pour la semaine, ça vous connaissez l'histoire, il nous a fallu pratiquement 70 ans pour passer des 40 heures aux 35 heures, théorique. Théorique. Voilà. Et on a 6 millions de chômeurs. Moi, vous savez, je suis très radical, il faut passer aux 32 heures, et un jour, ça sera les 28 heures, comme une partie des travailleurs allemands se battent. Parce que c'est la seule façon de progresser socialement. Parce que, là, vous direz, mais attendez, on ne peut pas partager le travail de ces gens. Oui, si, on peut partager le travail. De toute façon, il est partagé. Sauvagement, quand il y a des gens qui travaillent 0 heures et d'autres 60 heures. Et il vaut mieux le partager civilement, socialement, de façon civilisée. Je donne 3 entreprises dans le secteur où comment ça s'est passé. Une de 45 salariés, et tous les 3 dans l'habillement, dans le 3e arrondissement. Une de 45 salariés, là je la connais par cœur, c'est que des femmes, il y a 4 rangées de 10. La contre-maîtresse est sur une estrade, et les 40 femmes travaillent sur la machine, pas le droit de parler, et il faut lever le doigt pour aller faire pipi. On est au 21e siècle, hein. Rue Saint-Martin, je vous la fais visiter quand vous voulez. Et là, quand la loi El Khomri est arrivée pour les heures supplémentaires, négocier les heures supplémentaires, le patron est monté sur l'estrade à côté de la contre-maîtresse, puis il a dit, écoutez, je vous dis quelque chose, les heures supplémentaires ne vont plus être à 25%, elles vont passer à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre? Il n'y a pas une fille qui a penché. Parce qu'elles ont calculé combien il fallait faire, elles y tiennent à leurs heures sup, combien elles allaient faire pour avoir à 10% ce qu'elles avaient avant 25%. Elles se sont tues. Le patron, il a fait un papier, il est allé à la direction du travail, qu'on appelle direct aujourd'hui, et non plus du travail, et il a dit, j'ai négocié dans mon entreprise, tout le monde est d'accord, on est à 10%. D'accord? La deuxième entreprise, elle est rue Notre-Dame de Nazareth. Le patron est plus simple. Il a 35 salariés. Il va dire, mais moi je vais les maintenir à 25%. Mais quand même pas beaucoup. On fonctionne, on s'en tire. Allez, je les maintiens à 25%. Mais il y a eu 2 sur le dos. Le premier, c'est le banquier qui est arrivé, mais qui a dit, monsieur l'employeur, j'ai vu que vous aviez un peu découvert au trimestre prochain. Moi, banquier, je suis là pour vous aider, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une marge dans votre entreprise, moi, banquier. Or, là, vous avez moins que celui de la rue Saint-Martin. Donc, il faudrait faire quelque chose. Le patron dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, dit, pourquoi vous ne négociez pas les heures supplémentaires à 10%? Avant la loi El Khomri, le patron pouvait répondre au banquier.
en disant je ne peux pas, c'est la loi, j'ai pas le droit. Mais après, il n'y a pas de loi. Donc le banquier lui impose de passer à 10%. Le patron, il est gentil, il va voir chaque salarié. Et il leur dit, si avec moi, on serait resté à 25, moi je vous aime bien, ça me fait mal au cœur, mais je ne peux pas faire autrement. On passe à 10%, parce que sinon je mets la clé sous la porte et on perd tout ça de boulot. Et donc ils sont aussi passés à 10%, d'autant plus que le donneur d'ordre pour les blousons qu'il fabriquait lui a eu le même raisonnement que le banquier. Il lui a dit, mais là, de la rue Saint-Martin, les blousons, il les fait moins cher, je vais les prendre chez lui. Donc, il faut passer à 10%. Et c'est comme ça que quand il n'y a pas de loi protectrice, le niveau de salaire baisse, le durée du travail augmente, pour que le patron garde ses marges, parce que sinon, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, la troisième boîte, là, c'est rue Mellet. Là, c'est un patron voyou, ils sont 15. Le mec fabrique des blousons, ils s'en foutent de la loi. Il ne paye jamais les heures sup. On l'a déjà coincé 2 fois avec des clandestins. Et il ne s'intéresse même pas à la loi de Connery. C'est son comptable qui vient voir, qui dit René, regarde la nouvelle loi là. Elle dit que, regarde bien, on peut payer les heures supplémentaires ou les compenser. Compenser, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les payer, il faut les compenser. Qu'est-ce qu'on pourrait. Si on leur donnait 2 blousons à la fin du mois pour compenser les heures sup qu'ils font. Elle m'a dit, t'as une bonne idée, on va leur donner 2 blousons. Oui, mais la description, je vais vous faire le capitalisme dans son ensemble. Hein, c'est exactement comme ça que ça se passe dans les entreprises, parce que la concurrence est celle-ci, entre les 1000 d'en haut, les 200 000 qui sont sous-traitants, et le million de petites qui ne savent pas ce qui leur arrive, mais qui dépendent de tout ça. La farine aussi, puis après c'est tout dans tous les systèmes de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il faut de la loi, c'est pour ça qu'il faut du respect de la République, c'est pour ça qu'il faut de l'humanité. Il ne faut pas une économie de compétitivité. Tous les matins, ils vous réveillent en disant qu'il faut une économie de compétitivité. Mais la compétitivité, c'est la guerre. Compétitivité égale guerre. Ce qu'on a besoin, c'est d'une économie solidaire, prenons le mot le plus simple. Solidaire et fraternelle. Et c'est possible, on dit c'est pas possible. Mais si c'est possible, possible de partager les richesses. Par exemple, vous instaurez un salaire maximal, comme ça l'autre, il ne peut pas se payer 600 SMIC. Comme ça, pour vous donner un code du travail, c'est-à-dire que le gars qui ne paye pas l'heure supplémentaire, la sanction sera plus forte et le nombre d'inspecteurs sera plus élevé. Si vous injectez du droit, du contrôle dans les entreprises et que vous contrôlez les grandes entreprises, il faut les contrôler les grandes entreprises. Parce que le politique de Macron, c'est de leur dire faites ce que vous voulez. Mais après, vous avez Ghosn. Carlos Ghosn, même quand il a 600 SMIC, il va encore détourner de l'argent et c'est pour ça qu'il est en taule au Japon. Oui, mais là, il est un petit peu occupé là. Mais ils en font quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'ils en font. Mais en tout cas, ils n'ont pas. Non, mais ces gens-là ont un concours. C'est d'être dans le top 10, dans le top 5. Les 2 premiers milliardaires en France, qui sont Bettencourt et Arnault, ils possèdent plus que 20 millions de Français. D'accord? Oui, 1% de la population. Il y a 78 milliardaires en France. Et 1 800 000 millionnaires. Et après, vous avez tous les gens comme nous. Et nous, le salaire médian, il est à 1 700 euros. 98% des salariés, c'est en dessous de 3 000 euros. Les retraités, autour de 1 000, la moitié. Et 9 millions de gens en dessous de 900 euros. Et donc c'est ça la révolte qu'à mon avis, moi, vous incarnez. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est ce qui leur fait le plus peur. Je me suis exprimé devant plusieurs de groupes ou de gilets jaunes. Moi, je suis gilet jaune depuis que je suis petit sans le savoir. Mes parents étaient gilets jaunes, ma mère était gilet jaune, mon père était gilet jaune, mes cousins l'étaient aussi. Mes cousins, ils partent de Rouen à Saint-Étienne-des-Rouvrats. Ils font 1h30 de transport le matin pour aller du côté de Mans, bosser. Ils dorment dans la bagnole, ils sont 4. Ils dorment à tour de rôle parce qu'il faut arriver sur le chantier. Ils ont déjà eu 3 fois des accidents. Quand ils sont sur le chantier, ils se font 10 heures d'affilée. Et le soir, ils reprennent la bagnole pour rentrer chez eux. Ils boivent des coups. Ils lisent pas. Ils ne regardent pas la télé. Ils ne peuvent plus vivre parce qu'ils font ça. Et jour après jour, semaine, je les ai vus dégrader physiquement, je les ai vus dégrader intellectuellement. Parce que 20 ans, 30 ans de ce boulot-là, ça vous tue. Et donc, voilà, c'est ça. Et ça, c'est chez ma famille. Je n'ai pas de mépris du tout pour eux. Au contraire, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et je sais qu'en militant à vos côtés avec vous, c'est cela que je défends. Voilà. Moi, c'est visé dans le regard depuis le début des Gilets jaunes, depuis le mois de novembre. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais eux, ils ne veulent pas parce qu'ils font vous tasser. Quand Macron dit que le système fonctionne avec du ruissellement,
Ouais. Oui, on connaît la tête. Enfin, c'est comme les verres de champagne, vous savez, vous mettez une pyramide de verres, vous mettez le champagne en haut, vous croyez que ça tombe dans les verres, non, ça coule. Et la deuxième chose, c'est que ça ne ruisselle pas, il pompe. Le système, c'est les chadocs. C'est pas dans ruisseler, c'est pomper. Ils veulent pas que ça descende, que ça remonte. Donc une fois qu'on... Mais ça, c'est des choses que vous le comprenez, et dans votre lutte, vous le comprenez. Mais ça, c'est ce qu'on doit faire comprendre à des millions de gens, et faire comprendre, entre autres, à cette partie du salariat, qui est la partie supérieure. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre mon vocabulaire, évidemment. Moi, pour moi, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a qu'un salariat. Un bas du salariat, un milieu du salariat, et un haut du salariat. Tout le monde est exploité, quel que soit son niveau, mais pas de la même façon. On ne vit pas de la même façon à 900 € ou à 3200 €, sinon ça ne sort rien. Mais tout le monde est exploité, quel que soit ce niveau. Et eux, leur but, c'est d'augmenter la marge, c'est d'exploiter davantage. Et en disant, on va vous leur donner, ils leur donnent jamais. Les 500 familles les plus riches en France, elles ont en gros 460, 470 milliards, entre 450 et 500. À elles seules, 500 familles. 500 familles. Les entreprises multinationales en France, les plus importantes, c'est, il y en a 58. Ce qui s'appelle LuxLeaks, vous avez peut-être entendu parler, c'est le blanchiment d'argent. Là, c'est pas la fraude, hein. Le blanchiment d'argent au Luxembourg. On trouve des écritures avec des entreprises sous-traitantes, des machins, etc. Par exemple, Total, ils ont 19 filiales au Bermude. Dans une seule île. Mais tout ça blanchit d'argent. C'est en cascade. Le LuxLeaks, le Luxembourg, c'est 100 milliards. Pour 58 milliards. Ah, les 500 familles, les 100 milliards, LuxLeaks, les 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux, etc. Alors après, les entreprises, c'est quoi? Les GAFAMU. Moi, je perfectionne. Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Microsoft et Total. Total, ils n'en parlent jamais. Total, c'est 172 milliards à eux tout seuls. Budget d'État 413. 172 milliards. Ils ne payent pas d'impôts en France. C'est une entreprise française. Ils payent des impôts, ils se vendent au Congo, au Togo, etc. Mais c'est rien. C'est d'ailleurs la corruption locale pour avoir les marchés qu'ils veulent avoir. Total, pas d'impôts. Et vous prenez les multinationales, la plupart d'entre elles sont à la moyenne, c'est 17%. Pour remonter à il y a 20 ans, en 1999, elle payait entre 33 et 37%. C'est-à-dire qu'en fait, Macron et ses prédécesseurs, Hollande inclus et tout ça, ils ont absolument libéralisé pour les grandes entreprises. C'est le ruissellement, on leur donne. Et ils ont absolument pompé notre argent pour le leur donner. En disant ils vont refaire de l'emploi. Mais non, les autres spéculent, ils vont dans les filiales. Alors après on nous dit mais vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Vous savez là, si vous taxez les riches, ils vont partir. Mais ils sont partis déjà. Ils sont déjà partis. Alors, mais s'ils sont partis, alors on ne peut pas les avoir? Eh bien si. C'est facile de les avoir. Dans le temps, c'était peut-être difficile. Mais maintenant, même dans les films, on nous explique comment faire. Il y a des hackers. On peut savoir chaque centime, où il est. Regardez Cahuzac. C'est une grosse colère au moment de Cahuzac. Regardez Cahuzac. Et on a retrouvé chaque centime à Hong Kong, à Guernsey. On peut trouver chaque centime. Vous mettez ministre du budget, j'embauche 2000 inspecteurs des impôts spécialisés là-dessus et 100 hackers. Et je vous retrouve les 100 milliards de fraude fiscale. Les 100 milliards de fraude fiscale, ça règle beaucoup, pas tout, mais beaucoup de choses. Nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, notre énergie, nos transports. Nos retraités. Hein, mais c'est vrai ça. On peut avoir. Parce que eux, ils savent chercher chaque centime chez un chômeur. Oh, dis donc, t'as pas déclaré l'indemnité que t'as eu là, t'as raflé 150 € le mois dernier par rapport à ton chômage, dis donc. Mais là, c'est pas 150 €.
Il s'agit de centaines de milliards d'euros. 100 fois 31 ans. Et donc en vérité, vous avez là l'essentiel de ce qu'on peut faire revenir pour que la société... On peut avoir une société de bien-être entre nous. Je ne dis pas qu'on sera tous riches, mais on vivra mieux. Hein. Ouais. Mais pas vous, pas nous. Non, pas nous, respectons les impôts. Oui, mais... Se faire avoir, on est Oui, une semaine. bien sûr, bien sûr. Mais le Cahuzac, c'était le pire. Cahuzac, c'était le ministre des Impôts qui luttait contre la fraude fiscale et il fraudait lui-même. Il ne peut pas faire pire que celui-là. Et les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Bon, on ne peut pas faire pire que celui-là. Il n'est pas en prison, lui. Hein. Non, il n'est pas en prison. Le boxeur est en prison. C'est qu'au Japon qu'on est mis en Mais prison. pas Cahuzac, pas Cahuzac. Mais il va falloir amener un ménagement de peine, j'ai vu. Oui, il pourra sortir le jour, il faudra qu'il rentre tous les soirs. Ah non, Cahuzac, oui, il a embrassé les chroniques, il est en Corse. Tandis que notre boxeur, lui, il faut qu'il est en tôle le soir dans la prison. Mais vous savez, il y a un beau livre sur les boxeurs. C'est pour ceux qui lisaient Jack London, vous vous souvenez, Gros Blanc, tout ça. Il y a un livre qui s'appelle Le Mexicain. Et c'est l'histoire d'un boxeur au Mexique qui, pour aider la révolution mexicaine, Zapata, menait des combats de boxe et il battait tous les Yankees. Et il le haïssait parce qu'il rapportait de l'argent, combat de boxe après combat de boxe, pour la cause de la révolution. À l'époque, le dictateur s'appelait Porfirio Diaz. Et dans le Jack London, Le Mexicain, c'est un petit livre, il y a l'histoire d'un boxeur génial. Je l'ai envoyé à... Macron. Non, à des... Christophe. Et bon, pourquoi j'ai fait ça? Allez-y, madame. Oui, une petite remarque déjà. J'ai évoqué tout à l'heure l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent en faire de tout cet argent qui en plus, leurs besoins fondamentaux sont largement satisfaits. Qu'est-ce qu'ils veulent en plus? Enfin, bon, ça c'est une vaste question. Je voudrais dire aussi que c'est quand même des gens qui ont une vue à court terme, enfin pas très long terme, parce que quand ils ont mis par terre tous les salariés, qui c'est qui leur apportera de l'argent? Quand ils auront bouffé leur partenaire, qu'est-ce qu'ils leur ont bouffé? Plus rien. C'est vraiment des requins, comme vous disiez. Madame, je comprends, mais ils s'en foutent. Oui, je sais bien. Je sais bien parce que je dis beaucoup que pas d'enfants. Il n'y a pas de compassion. Et... Ils s'en foutent. Oui, ils n'ont pas de cœur. C'est seulement quand vous tenez bon sur le rond-point qu'ils ont peur. Ouais. Je le dis à ma façon. Ils n'ont peur que du mouvement social. Et s'il y a une extension de votre mouvement au salariat dans son ensemble, vous êtes une partie du salariat. S'il y a une extension de ce mouvement ensemble, là, ils négocieront. Puis ils négocieront à reculons, hein, en mentant. Parce que même quand ils négocient, ils répriment. Le petit livre d'Éric Villard, qui s'appelle La guerre des pauvres, qui est, vous savez, en Allemagne, entre Luther et Calvin, il y a un schisme avec l'Église, donc une partie de la paysannerie se dit on va en profiter. Donc ils se mettent en mouvement, ils veulent partager les richesses, ils brûlent les châteaux, tout ça. Et les seigneurs, ils font rentrer les pauvres dans les châteaux, viens négocier, on va faire le truc. Une fois qu'ils sont dans le château, ils leur enlèvent la peau morceau par morceau. Il n'y a pas de pitié. Et mes amis, c'est Pinson Charlot, vous les connaissez peut-être, c'est deux sociologues qui ont fait un truc sur la violence des riches. Ah ouais. Et ils disent, la violence des riches, ils ont enquêté, ils sont allés chez tous les riches, les plus huppés, tout ça, etc. Ils sont fait passer toute leur vie pour des sociologues universitaires. Si vous voyez la tête des Pinson Charlot, ils sont pas du tout une tête de révolutionnaire, hein. Ils sont très braves sur eux, ils étaient très mondains, etc. Et ils rentraient, ils ont fait une enquête toute leur vie. Et ils écrivent maintenant ce que c'est. Ces gens-là n'en ont rien à foutre des manants, des petits, des machins, et puis qui ne savent pas lire. C'est pour ça que Macron parle comme des jojos. Ah oui. Et puis qui sont rien, et puis qui ne travaillent pas, ils n'ont qu'à traverser la rue, ils sont du boulot, et puis ils ont qu'à se démerder. C'est cette histoire-là. Et après, vous avez 26 hommes, 26, qui possèdent plus que 3,5 milliards d'humanité. 26. C'est pire qu'au Moyen-Âge, vous savez. Et pire qu'au Moyen-Âge. La richesse est hyper concentrée alors que nous avons du mal à survivre. Moi j'ai joué une phrase, vous savez, le travail, ça permet de vivre. Ça ne permet pas de s'enrichir. Ce qui permet de s'enrichir, c'est l'exploitation du travail des autres. Jamais vous n'enrichirez. Un jour, c'était un avocat, je n'aime pas, j'ai oublié ma mémoire, j'étais plus jeune, et lui, il était riche, et il m'a dit, tu sais Gérard, le premier million ne se rattrape jamais. Et j'ai compris ce que c'était l'ampleur du mépris, de la distance. Moi, j'étais en train de courir pour mon premier SMIC, donc je comprenais la différence, quoi.
Et il voulait dire tu t'en sortiras jamais, ce sera toujours une merde. Moi, j'ai pas de soucis. Je suis heureux quand je peux me battre, quand j'ai une vie à peu près décente et avec de l'espoir. Et je suis encore plus heureux quand je communique de l'espoir. Enfin, moi, ça fait dans les deux sens. Mais eux, ils n'ont rien à foutre, c'est pas ça. Il faut les regarder fonctionner. Puis de toute façon, il y a assez de films qui nous montrent comment ils sont. De tous les violents, de tous les machins, etc., etc. Et en France, on a notre casse. 1%, 2%. Et nous sommes, nous, 90, 95%. C'est pas grave, le pourcentage. Et c'est nous qui produisons les richesses, et ils nous divisent. Toi c'est ceci, toi c'est cela, il y a le casseur, il n'y a pas le casseur, il y a le boxeur, il n'y a pas le boxeur, il y a le charcutier, et il y a le métallurgiste, etc. Ils nous divisent alors que nous avons un point commun, nous sommes salariés, nous produisons les richesses, nous n'avons pas la part que nous méritons. Ceux qui dirigent et ceux qui ont porté Macron au pouvoir. Il a eu, pour faire sa campagne, 16 millions d'euros. D'accord ? On a des noms avec ? Non, oui et non. Parce que sur 16 millions, il y en a 1000, c'est dans les comptes, qui ont versé 8 millions, c'est-à-dire la moitié. Et les 1000 sont secrets. Bon, alors il est allé les chercher au Liban, à Londres, à Las Vegas, à Bruxelles, il est allé les chercher partout. Mais ces 1000-là, vous comprenez, c'est comme la mafia, il a un contrat avec eux. Ben oui. Puisque l'argent qu'ils lui ont donné pour se faire élire, il leur rend en supprimant l'ISF. C'est pour ça qu'ils ont si mauvais arguments sur l'ISF. Et qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que le fond, le problème, c'est pas est-ce que ça va changer les choses ou pas. C'est je peux pas leur reprendre parce qu'ils m'ont donné les sous, je les ai dans ma poche, c'est avec ça que j'ai été élu. La mafia elle descendra d'une façon ou d'une autre. C'est tous les propriétaires de journaux, c'est les grands milliardaires de ce pays, etc. Et donc ils le tiennent. Et lui, ça lui fait plaisir, il n'est pas contraint du tout. On dit parfois le mal vient d'ailleurs. Non, le poison c'est Macron. Rien n'est bon dans Macron. C'est là que ça passe. Et donc l'affaire de l'ISF, c'est ça quoi. Alors après, qu'est-ce qu'il dirige avec lui? La haute fonction publique de Bercy, c'est vrai. Les pires, le nom des pires. Oh, ça c'est les 4 grandes banques françaises. Alors, ça me remercie de me pousser là-dessus. Les 4 grandes banques françaises, BNP, CA, Crédit Lyonnais, elles ont 8 000 milliards. Enfin, 8 000 milliards. Le budget annuel, enfin, le produit intérieur brut en France, c'est 2 200 milliards. La dette, c'est 2 200 milliards, c'est un an de PIB. Et il s'agit de rembourser 2 200 milliards aux banques qui ont 8 000 milliards. Voilà. D'accord ? Bon, donc tout ça, c'est le papier. Quand on vous parle de la dette, c'est pour vous faire courber les chiffres. C'est un chantage. La dette, en plus, il y a plusieurs façons de la dette. D'abord, on peut la contester. Parce qu'il y a une partie de la dette qui est de la spéculation. Il y a une partie de la dette qui est du vrai investissement. Et il y a une partie de la dette qui est illégitime parce qu'elle s'est projetée sur la spéculation, elle s'est additionnée, etc. Comment on prend toutes ces dettes? Moi, si je vous mettais au pouvoir, je ferai un audit de la dette pour distinguer les différentes dettes, les dettes légitimes, les dettes illégitimes, et même une notion qui est étonnante, mais qui est juridiquement fondée, qui s'appelle une dette odieuse. C'est-à-dire qu'elle produit de spéculation, de corruption, de machin, etc. La notion de dette odieuse a été consacrée dans le droit international depuis une affaire entre les États-Unis, l'Espagne et Cuba en 1899. Mais ça existe. Et donc on ferait l'analyse de la dette, et après on verrait ce qu'on rembourse ou ce qu'on ne rembourse pas. Vous vous rendez compte qu'il y a 52 milliards de remboursements annuels de la dette. C'est un budget considérable. Et là aussi, voilà, pour redonner de l'argent à un argent qui ne ruisselle pas parce qu'il va dans les îles Caïmans. D'accord. Et donc, ceux qui dirigent les hauts fonctionnaires de Bercy, Macron et son entourage, les MEDEF, ceux qui en ce moment font gros dos, pourvu que les gilets jaunes ne nous voient pas. C'est nous qui avons toute l'économie en main, il ne faut pas qu'ils s'occupent de nous. Et le MEDEF, c'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 350 000 millionnaires, les dirigeants des grandes entreprises, les 58 multinationales, parce que c'est pareil, le patronat, c'est pas le petit patron qui compte, le petit patron qui fait merde comme il peut.
il y a une mesure que pourtant les Américains, les US, que je ne porte pas dans mon cœur du point de vue politique, avec Trump, ont fait depuis très longtemps. C'est que tout citoyen américain, où qu'il soit sur la planète, a des comptes à rendre au fisc américain. Vous n'avez qu'à décréter ça pour les Français. Arnaud n'a plus besoin d'aller en Belgique, on l'aura quand même. Bon. Et la deuxième chose, c'est que ces gars-là, une fois qu'ils sont citoyens français, vous faites une deuxième mesure que les USA ont fait. Toute banque qui prête, héberge l'argent du citoyen français qui est à Hong Kong, doit rendre des comptes si l'État français lui demande de collaborer. Les Américains font ça. Et si la banque suisse, ils l'ont fait pour la Suisse, si la banque suisse ne dit pas ce que le citoyen américain de Genève lui a donné, la banque suisse n'a plus la possibilité d'exercer sur le territoire américain. Alors ils répondent tout de suite dans ces cas-là, parce qu'ils comprennent ce que ça veut dire. S'ils ont un territoire comme la France, dans lequel ils ne peuvent plus intervenir, ils vous vendent la peau de n'importe quel financier. Voilà. Donc et ça, c'est des mesures de volonté politique. Évidemment, Bruno Le Maire ne veut pas. Bruno Le Maire, vous vous rendez compte, Carlos Ghosn se fait arrêter, il y a eu assez de dessins là-dessus, quand même. Et au Japon, il se fait arrêter, il dit « Ah bon, je ne savais pas qu'au Japon, on n'avait pas le droit de tricher. » Bon, c'est comme ça qu'il prend des choses. Et on est alors qu'en France... Il n'y a toujours pas sur Bruno Le Maire, sur Carlos Ghosn, une seule commission d'enquête. L'État a 15% des parts de Renault. Carlos Ghosn a à la fois fait son mariage au Trianon avec je ne sais plus combien. Il a payé sa sœur pour je ne sais combien. Il paye ses appartements à Rio, à Beyrouth et à Amsterdam sur le compte de la boîte. Il se paye lui-même à peu près 600 SMIC par an. Il veut partir avec 25 millions d'euros pour son départ et 60 000 euros par mois pour sa retraite. Et il a payé 8 cas de hauts fonctionnaires, de Renault, des hauts cas de Renault. Il leur a donné des piges en plus à Amsterdam. Le gars qui s'appelle Alain Bauer, qui parle dans la sécurité dans tous les médias que vous pouvez entendre, il a reçu quelque chose comme 600 000 euros de Renault pour soi-disant de la sécurité. Et Rachida Dati a reçu 600 000 euros de la même façon que Carlos Ghosn. Et vous n'avez pas le gars de l'État, qui représente l'État, qui fait 15%, qui est envoyé par Bruno Le Maire, sous la tutelle de Bruno Le Maire, qui depuis les dernières années n'a pas été capable de faire une enquête et de dire ce qui se passait. C'est de la complicité. Ils savaient même pas